Alors je vais y aller. Donc il s'agit donc d'une série de 2 conférences. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Comment la vérité et la réalité furent inventées », qui a été publié chez Gallimard, Bibliothèque des sciences humaines, en 2009. Parle de l'invention de la vérité et ensuite de l'invention de la réalité. Les deux questions, ces deux concepts sont véritablement liés, bien entendu, dans notre culture. La vérité, c'est la description du monde tel qu'il est dans sa réalité. Ces notions nous paraissent évidentes. Nous pouvons même nous dire qu'elles n'ont pas d'histoire, que la vérité a une évidence en tant que telle, que la réalité également. Et c'est alors avec une très grande surprise que nous apercevons qu'il y a des cultures, et en particulier la culture qui est véritablement l'alternative à la nôtre, la culture chinoise, dans laquelle ces notions n'ont jamais véritablement circulé. Il y a des notions un peu apparentées, en tout cas pour la vérité, mais certainement pas pour la réalité, dans la culture chinoise. Dans la culture chinoise traditionnelle, le monde est tel qu'il est et il n'y a pas de souci à avoir de savoir s'il y a une réalité derrière qui serait d'un ordre différent, qui ne serait plus vrai que ce que nous apercevons. Alors, cette fois-ci, vérité, la fois prochaine réalité, il sera impossible de parler de l'une sans évoquer au moins l'autre. En arrivant dans le train de Bruxelles, je me suis posé la question, comment est-ce que je suis arrivé à m'interroger sur ces questions-là? Et j'ai trouvé la réponse. C'est une réflexion qui m'est venue au moment où je traitais, où j'essayais d'interpréter pour écrire ma thèse de doctorat, tout le matériau, la réflexion que j'avais récoltée en travaillant dans l'île de Watt, en Bretagne, à 15 km des terres, à 15 km de Quiberon. Une petite île où on parle de la France et du continent comme étant la chose qui se trouve en face. Est-ce que tu vas en France aujourd'hui? On a l'impression que les habitants de l'île Watt seraient en France, mais non, pour eux, la France et le continent, c'est cette chose qui se trouve à l'extérieur. Et j'avais récolté un grand nombre de données de nature économique, et je m'étais dit, je vais faire un chapitre de ma thèse en mettant ces données que j'avais récoltées, puis en montrant comment ça illustre la loi de l'offre et la demande. Et quand j'ai essayé d'illustrer, de voir comment mes données récoltées sur un an, toutes les données de pêche de 15 bateaux du petit port de l'île de Watt, ça ne marchait pas du tout, il n'y avait pas du tout d'explication possible des prix que j'avais constatés par rapport aux quantités en fonction de la loi de l'offre et la demande. Et ça m'a lancé, je dirais, sur une longue quête qui a fini par me conduire dans le monde de la finance, sur la question de la formation des prix. Mais la question qui m'avait lancé sur la question peut-être d'une histoire de cette notion de vérité et de réalité dans notre culture, c'était un autre incident. C'était une discussion entre pêcheurs et scientifiques. Vous imaginez la relation qui existe entre des pêcheurs français en 1973, une toute petite communauté, des pêcheurs qui sont des gens qui n'ont pas nécessairement, comme ils disent, passé beaucoup de temps sur les bancs de l'école, et en face, on leur envoie des scientifiques qui vont leur expliquer ce qu'ils font en réalité, comment ça marche réellement. Bon. Et alors les discussions ont lieu, et en particulier, il y en a une, je raconte ça dans un livre qui s'appelle « La transmission des savoirs », que j'avais rédigé avec mon épouse à l'époque, Geneviève Delbos. La transmission des savoirs, c'est une réflexion sur la transmission des savoirs dans des domaines empiriques, c'est-à-dire dans des domaines où on apprend essentiellement sur le tas par la pratique. Et dans le cas de ce livre, il y avait 3 domaines où nous avions exploré ensemble ou séparément. Le domaine de la petite pêche, le domaine de la conchyliculture, c'est-à-dire donc les éleveurs dans cette région-là de moules et d'huîtres, et le domaine de la saliculture, le domaine donc des paludiers, où on produit du sel par évaporation. Et nous avions assisté, Geneviève de son côté, et moi de mon côté, parfois ensemble, à des discussions donc, où les autorités envoient comme des missionnaires vers les pêcheurs ou vers les conchyliculteurs ou vers les saliculteurs, vers les paludiers, des scientifiques qui vont les éclairer sur leur activité propre. Par exemple, dans le domaine des paludiers, donc qui travaillent dans les marais salants,
L'activité consiste essentiellement à faire venir de l'eau de l'océan, la faire évaporer de manière successive, ce qu'on appelle sur des terrains de chauffe, pour faire augmenter la concentration du sel par évaporation de l'eau. Et on va arriver à ce qu'on appelle au cœur de la mer. Le cœur de la mer, c'est l'endroit où le sel va véritablement précipiter. Il peut précipiter de deux manières, si vous n'avez pas vu ça. Il peut précipiter en surface, c'est-à-dire qu'une pellicule de sel va se créer, qu'on appelle la fleur de sel. Et il y a du gros sel. Vous savez, ces petits cristaux qui sont splendides, enfin ils sont petits, ils peuvent être relativement grands. Ce sont ces petites pyramides à étages qui précipitent au fond et qui font un sel. Pourquoi est-ce que ce sel-là est gris? Eh bien, c'est parce qu'en fait, la surface inférieure du bassin est en argile. Et quand, avec un grand râteau qu'on appelle le là, on va concentrer le sel qui s'est précipité, on va le ramasser, on ne pourra pas s'empêcher de ramasser un tout petit peu de l'argile qui se trouve là, et le sel sera relativement gris. Alors que la fleur de sel qui apparaît en surface, qui flotte, c'est un sel absolument pur, c'est vraiment du chlorure de sodium pur, et il est absolument blanc. Les scientifiques, dans les années 1970, étaient venus chez les paludiers et leur avaient dit « Nous allons simplifier votre vie, voici un instrument, ça s'appelle le pèse-sel ». C'est aussi un pèse-acide, si vous voulez, parce que en fait, ça mesure en réalité l'acidité de l'eau. C'est un instrument que l'on plonge dans le liquide et qui va vous donner le degré d'acidité. Et quand il s'agit d'eau salée, il va vous dire quelle est la concentration exacte en sel de l'eau qui est mesurée de cette manière-là. Et donc les scientifiques dans les années 1970 arrivent et disent aux paludiers, nous allons vous expliquer pourquoi vous n'avez plus besoin d'autres moyens pour contrôler la production de sel. Voilà l'instrument qui va vous permettre de le faire. Et alors ces scientifiques sont abasourdis, qui sont très très mal reçus. Les paludiers utilisent ça et puis leur disent rapidement ça sert à rien, ça n'a aucune utilité, etc. Et alors c'est la consternation bien entendu pour les scientifiques. Ils sont venus avec le message de la science, ils vont expliquer comment on fait du sel et les paludiers n'en veulent pas. Alors l'explication quelle est-elle? Eh bien c'est parce que sur ces surfaces de chauffe extrêmement, qui sont nécessairement placés à un endroit particulier. Ce sont des bassins de 6 mètres sur 6 mètres, mais ils constituent qu'on appelle des lotis en général, où le sel va précipiter. Il se trouve plus ou moins ombragé, il se trouve plus ou moins exposé au vent. Le sol a une composition qui est légèrement différente. Et par conséquent, pour celui qui va produire du sel, ces différents éléments que le scientifique appelle des impondérables vont être en réalité beaucoup plus importants que la quantité elle-même de sel objective, purement quantifiable, par rapport à d'autres qualités que le bassin présente. Et nous rapportons dans le livre des histoires. En général, un paludier, à cette époque-là, maintenant ce n'est plus vrai, parce que la plupart des paludiers viennent de l'extérieur, ce sont des gens qui ne sont pas nés à cet endroit-là, mais à l'époque, les paludiers étaient en général des gens qui avaient grandi, c'est-à-dire sur le marais Salon. Ils avaient été emmenés par leurs parents tout au départ sur le marais quand ils avaient 5-6 ans et qu'on le mettait sur le côté, qu'on leur permettait de construire des petits marais de leur côté pour jouer à être paludier. Et alors il y avait des drames, on vous racontait des drames. C'est le type qui n'avait pas pu succéder à son père, qui avait dû succéder à son beau-père. C'est-à-dire qu'en fait il était retrouvé avec des marais salants qu'il ne connaissait pas. Et alors c'était extrêmement difficile parce qu'il fallait qu'il apprenne le comportement de ces différents marais salants. J'ai expliqué le fait qu'il y avait donc le vent vient différemment, le soleil différemment aussi. Il y en a qui seront des marais dans lesquels on va voir un pullulement de petites crevettes. Il y en a d'autres où on va voir apparaître des algues rouges, etc. Et ça d'année en année, c'est-à-dire que pendant 100 ans, on verra des algues rouges dans celui-là et pas dans un autre, et ainsi de suite. Et donc ce pèse-sel qu'on apportait de l'extérieur, comme étant l'élément objectif, comme étant le moyen de mesurer le sel, apparaissait comme de très peu d'usage pour ces paludiers.
Dans un autre domaine, que je connaissais moi de mon côté, c'était, je me souviens, une grande discussion entre les scientifiques et les pêcheurs à propos du homard. Voilà. Les pêcheurs disaient, bon, nous on sait bien, on gagne notre vie parce qu'on se spécialise, les uns se spécialisent dans une espèce de homard et les autres se spécialisent dans une autre espèce de homard, et c'est comme ça que nous gagnons notre vie. Et les scientifiques arrivent en disant, mais non, il n'y a qu'une espèce de homard ici localement, c'est le Gamarus gamarus ou Homarus gamarus, c'est une seule espèce. Vous pouvez faire des tests génétiques, il n'y a qu'un seul type de homard. Et les pêcheurs disaient, ben non, puisque machin, il est spécialiste, Jean-Michel, il est spécialiste du grottier, et Raphaël, tout le monde sait, c'est un spécialiste du homard coureur. Et il ne se ressemble pas du tout. Un grottier, il est gros, il est noir, il est couvert de gravants, c'est-à-dire ces petits vers blancs qui vont déposer du calcaire à la surface du homard. Il est tout noir. Un coureur, il n'y a pas de gravant, il est plus petit, il est pratiquement bleu, et ce sont deux espèces de homards absolument différentes, et chacun vit de sa spécialité, soit de capturer des grottiers, soit de capturer des coureurs. Et au bout d'un certain temps, moi aussi, je pourrais reconnaître facilement ce homard-là qui a été pêché. Ben, ça, c'était un grottier, ça, c'était un coureur. C'était très, très clair. Alors, comment gérer cette différence? Le pêcheur qui vous dit, si on croyait comme le scientifique qu'il n'y a qu'une espèce de homard, on ne pourrait pas gagner sa vie correctement, parce qu'on se dirait c'est les mêmes, on utiliserait les mêmes stratégies. Or, c'est pas possible. Avec le grottier, il faut voir où il habite, il faut déposer un casier devant la petite plage où il se trouve. En général, voilà, comme son nom l'indique, il est dans une petite grotte, et il y a une petite plage de sable devant lui, et il va sortir, et il faut profiter du moment où il sort. Tandis que le coureur, eh bien, on met une grande ligne de casiers, les casiers sont des pièges, on met une grande ligne aux endroits où il passe en courant, et on les attrape comme ça, d'un point de vue purement statistique. Alors, moi j'étais là, j'ai raconté ça dans mon livre, avec deux réalités différentes. Le scientifique qui dit mordicus, non, il n'y a qu'une seule espèce, et le pêcheur qui dit si nous croyons qu'il n'y avait qu'une seule espèce, on ne pourrait pas gagner notre vie correctement, donc on ne peut pas imaginer que cette réalité des deux espèces de homards différentes soit négligée. Alors, quelle est l'explication possible? Il y avait peut-être, et je l'ai mentionné dans le livre, une explication intermédiaire, c'est qu'il existe, c'est connu pour les populations de poissons en particulier, qu'à différentes époques de la vie, les comportements sont différents. Et qu'en particulier, si vous prenez par exemple le saumon, eh bien le saumon à un certain stade de sa vie se comporte de manière grégaire, c'est-à-dire ce sont des petits poissons, les tacons qui tournent comme on les voit parfois dans des aquariums en banc. Et à d'autres époques, ils vivent de manière isolée, c'est-à-dire qu'ils essaient d'attraper des captures au passage, mais en ayant un comportement isolé, en se trouvant par exemple au détour d'un rocher dans une rivière. C'est une explication possible. Alors voilà, le type d'anomalie qui vous fait penser, où est la vérité dans ce cas-là? Est-ce qu'elle est du côté des scientifiques purement et simplement? Mais que faire pour sauver, je dirais, cette réalité dont les pêcheurs vous parlent et qui est une vérité empirique, c'est-à-dire une découverte sur le terrain? Il y a eu, au cours de l'histoire, il y a eu pas mal de réflexions de ce type-là. Il y a un personnage célèbre qui s'appelle Paracelse, qui était venu un petit peu torpiller la connaissance de la chimie. Il est considéré comme un des précurseurs de la chimie moderne, mais il était venu, je dirais, donner du coup de pied dans la fourmilière du côté de la médecine, de la chimie, etc., en essayant de réintroduire un grand nombre d'éléments qui venaient du savoir empirique, de la manière dont les gens savaient comment il fallait faire les choses. Si vous regardez les écrits de Bernard Palissy, donc un grand je dirais, star de la céramique au XVIIe siècle, il écrit un livre en faveur des empiriques et en se moquant des scientifiques qui vous expliquent les choses, mais la réalité échappe en fait à leurs analyses. Quand Molière parle du docteur Diafoirus, c'est dans Les Femmes Savantes, dans l'imaginaire, on a Les Femmes Savantes. De toute façon, quand il parle du docteur Diafoirus, et qui est un docteur qui vous explique que l'opium fait dormir en raison de la virtus dormitiva, en fait, il se moque des scientifiques, il prend le point de vue des empiriques qui, eux, savent comment fonctionnent les choses.
Une chose dont on ne se souvient pas nécessairement, c'est que les chirurgiens apparaissent dans notre monde, dans la tradition des barbiers, et ce sont des gens qui sont des empiriques, qui savent comment on traite un problème, une tumeur, en l'enlevant, etc. Et tout ça ne colle pas avec le savoir des médecins, et au départ, il n'y a pas intégration du tout du savoir des chirurgiens et des médecins. Ce sont des corps parallèles qui se détestent et qui essayent de se mettre des bâtons dans les roues. Voilà, savoir empirique, savoir scientifique, quelles sont leurs qualités? Tout cela pose la question d'une vérité qui serait là, et la vérité étant la description de la réalité telle qu'elle est, telle que se présente à nous. Alors, autre élément qui joue dans ma réflexion sur l'origine de la vérité et de la réalité, un élément qui est un élément, je dirais, extérieur, qui n'a pas une logique à l'intérieur même du sujet. Le fait que je me trouve être un jeune enseignant en anthropologie, à l'époque où apparaît l'ordinateur personnel. Bon, alors, quelle implication est-ce que cela a sur les choses dont nous parlons ce soir? C'est la chose suivante, c'est que il y avait, à la fin des années 70, au début des années 80, au moment où apparaît l'ordinateur personnel, un grand nombre de questions qui étaient restées des questions ouvertes en anthropologie sociale théorique. Comment est-il possible que telle et telle chose? Je vous donne un exemple. La même population d'Australiens aborigènes a été décrite à la fin du XIXe siècle par un missionnaire. La société des Murjin a été décrite par ce missionnaire comme étant une société où le monde humain et le monde social, le monde naturel autour des hommes et des femmes, ce qu'on appelle dans le système totémique, c'est un système qui divise le monde en un grand nombre de catégories. Et ces catégories transcendent les distinctions que nous faisons nous. Nous distinguons par exemple les êtres humains des animaux, nous distinguons les animaux des éléments minéraux, nous distinguons les plantes, etc., etc. Dans la pensée totémique, les distinctions sont faites autrement. Il y a des grandes affinités qui existent entre des choses qui sont d'ordre tout à fait différent. Par exemple, si vous prenez aux 4 points cardinaux, eh bien vous verrez que les sécrétions du corps humain vont être associées à ces différents points cardinaux. Que le crachat va être de l'ordre du nord, que les menstrues vont être de l'ordre du sud, que tel groupe de personnes va être de l'ordre du nord et des menstrues, etc., etc. C'est une division du monde de cette manière-là. Et donc une description des Murjin faite par un missionnaire à la fin du XIXe siècle, en disant les Murjin, il y a chez les Murjin 8 catégories de personnes, et il y a en particulier des règles de mariage qui font que, si je vais le numéro de 1 à 8, que les hommes de la catégorie 1 doivent nécessairement trouver des femmes dans la catégorie 4, que les hommes de la catégorie 4, eux, doivent trouver des femmes nécessairement dans la catégorie 6, etc. Avec des implications. Parce que des généalogies de ce type-là, où il y a une prescription sur le mariage, ce sont des généalogies qui, contrairement aux nôtres, qui ont tendance à ramifier, qui fait qu'on parle d'arbres généalogiques, ces généalogies-là, du fait que les mariages se font avec des cousins éloignés, mais de manière prescriptive, font que ces généalogies vont s'inscrire sur un cylindre, c'est-à-dire vont avoir une structure tout à fait différente. On ne pourra pas faire d'arbre généalogique pour ces gens-là, on doit représenter leur généalogie sur un cylindre parce que ça tourne autour, ça produit des hélices. Et donc, dans le cas des Murjin, une description de cette société comme étant constituée de 8 éléments dans lesquels se partagent, comme je vous le dis, des choses d'ordre tout à fait différent, comme les excrétions d'un côté du corps humain, les points cardinaux, des animaux, des plantes, etc., etc. Et une autre description, faite chez les mêmes personnes, si j'ai bon souvenir, c'est en 1934, par un ethnologue, qui dit que cette société se caractérise par le fait qu'il y a 7 lignages féminins et 5 lignages masculins. Bon, alors, si vous avez fait un tout petit peu de mathématiques et si vous vous souvenez du plus grand commun diviseur, du plus petit commun multiple, etc., comment rapprocher une division de la société en 8 éléments d'une représentation de la société en 35 éléments, 5 fois 7?
comment mettre ça ensemble. Voilà, énigme des Myongin. Nous sommes en 1980. Bon. Mon professeur à l'époque, c'est Edmund Leach, qui nous dit, et qui sait que, bon, moi je suis une personne un peu comme lui, prête à utiliser cet ordinateur personnel qui apparaît. Il dit, on va résoudre cette histoire-là. Bon. Et très honnêtement, c'est lui qui la résout parce qu'il fait l'exploration des mondes mathématiques et trouve la solution, c'est-à-dire qu'il est possible, en particulier à partir d'une certaine forme de la généalogie, de réconcilier ces 35 lignages avec ces 35 rencontres de 5 et 7 lignages et la division de la société en 8 catégories. Le problème à ce moment-là, nous sommes en 1980-82, je lui dis, ben, on va publier ça, c'est formidable. Il dit non, on ne va pas le publier. Pourquoi? Parce que Leach, au cours de sa carrière, s'était engagé intellectuellement à dire que les approches mathématiques ne donneraient rien, etc. Et par conséquent, il ne voulait pas qu'on attache son nom à la solution de ce problème en particulier. Alors j'ai attendu qu'il soit mort, ensuite j'ai publié un article en expliquant le rôle qu'il avait joué dans la solution de ce problème. Mais donc, on est à une époque où, parmi les anthropologues qui ont un petit peu un esprit mathématique, on se dit, ben voilà, on va regarder des choses qui sont restées en rade et qu'on ne sait pas comment ça marche, on va voir si avec l'ordinateur, on ne peut pas trouver quelque chose. Et alors, quelques temps plus tard, je me pose la question, on a parlé de mentalité primitive, on a parlé de pensée sauvage à propos de certaines sociétés sur lesquelles les anthropologues ont travaillé. Et bon, ni ce terme sauvage, ni ce terme primitif ne sont véritablement adaptés. En fait, je crois que c'est dès 1910, il y a un article très intéressant écrit par Émile Durkheim et son neveu Marcel Mauss sur les classifications primitives en attirant l'attention sur le fait que ce que nous appelons la pensée sauvage ou les classifications primitives ressemble énormément à la pensée chinoise. Voilà. Et donc c'est un article qui est passé pratiquement inaperçu, dont on ne reparle même pas maintenant, mais je suis retombé dessus, je dirais, au bon moment. Ce qu'on appelle la pensée primitive, ce qu'on appelle la pensée sauvage, en fait, c'est une pensée qui appartient à un autre domaine de culture que le nôtre. Il ne s'agit pas d'un stade dans l'évolution humaine, c'est une autre manière de prendre les choses. Et cette manière de prendre les choses, je l'ai déjà signalé involontairement à propos du totémisme, c'est une manière de regrouper les choses, non pas comme nous le faisons nous spontanément, à partir de la ressemblance visible. Si on place les choses en fonction de la ressemblance visible, on va mettre tous les papillons ensemble, on va mettre les mammifères ensemble et les plantes d'un autre côté, etc. Mais si on raisonne en termes d'affinité, à ce moment-là, on peut faire comme le fait la pensée totémique, c'est-à-dire dire que tel type de vent est plutôt du côté de telle sécrétion humaine, ou plutôt de tel genre de personnes, de tels animaux, etc. En fonction d'affinité. Et les anthropologues se sont intéressés à cette idée d'affinité, et aussi les philosophes. C'est essentiellement un philosophe, Lucien Lévy-Bruhl, qui dans les années 20 et 1930 s'était intéressé à ça. Et en fait, dans l'ignorance totale des anthropologues, les anthropologues ne s'intéressaient absolument pas à ce que faisait Lévy-Bruhl. Pourquoi? Pour une raison, à mon sens, essentiellement politique. Les anthropologues étaient en général des gens qui étaient très, je dirais, engagés politiquement, qui étaient en général engagés du côté de la décolonisation, qui n'aimaient pas du tout la manière dont nous traitions ces populations que nous allions ensuite étudier en les appelant sauvages ou primitives, et toute suggestion qu'il y avait une différence essentielle entre la manière dont elles réfléchissaient et nous était considérée comme paternaliste, condescendante, etc. Il fallait l'éviter. Un philosophe comme Lévy-Bruhl, ça ne le dérangeait pas particulièrement, il ne se trouvait pas à l'intérieur de cette problématique, et il a écrit un nombre considérable, je crois 6 ou 7 livres sur la pensée primitive, sur la pensée mythique, etc., etc. Il était tombé sur quelque chose d'intéressant, c'était que cette réflexion en type d'affinité, elle est fondée sur la réaction émotionnelle, dont on interroge les gens sur le terrain, en lui disant mais pourquoi est-ce que vous mettez le casuarina casque dans la même catégorie que tel type de plante, ils vous répondent
Parce que quand on le rencontre par hasard dans la forêt, ça fait peur de la même manière. Et c'est ça l'explication qu'avait découverte Lévi-Bruhl. C'est que cette pensée en termes d'affinité, elle les regroupe en fonction de l'émotion. Il y a des articles qui ont été faits par des anthropologues sur une population australienne en particulier, sur les endroits qui font peur de la même manière, etc. Quand un anthropologue australien Bulmer a voulu faire une classification primitive, mais en essayant de rejeter les tentatives qui étaient faites en général, c'est-à-dire que les ethnologues allaient chez des personnes qui habitaient ailleurs et essayaient d'obtenir d'eux des classifications, mais des classifications du même ordre que les nôtres. Ça ne marchait en général pas. L'anthropologue était obligé de trier entre ce qu'on lui racontait. Par exemple, on disait oui, mais c'est un exemple de la littérature. Oui, mais tel type de crapaud, pourquoi est-ce que vous ne le rapprochez pas du lézard? Pourquoi? Parce que nous faisons ça spontanément. Et la personne qui interrogeait disait oui, mais parce que ce type de crapaud, ce sont des femmes, donc on ne peut pas les mettre avec les lézards. Bon, à ce moment-là, que fait l'anthropologue? Elle dit il est tombé dans la mythologie au lieu de m'expliquer ce que je voulais faire. Ne voyons pas que, en fait, on était exactement dans ce qu'on essayait de faire, c'est-à-dire d'expliquer comment les choses fonctionnent. Et Bulmer, donc, il a voulu faire l'exercice, je dirais véritablement. Il a demandé à un habitant, à un Kalam de Nouvelle-Guinée, d'écrire une classification des plantes et des animaux avec lui. C'est de faire la tâche ensemble. Et il lui a donné une très grande liberté. C'est-à-dire, c'était Majnep, c'est son nom. C'est Majnep qui faisait le livre. Et on a un très beau livre avec de très belles illustrations qui s'appelle « Les oiseaux de mon pays Kalam ». Et que fait Majnep? Eh bien, il dit, ben voilà, justement, il dit les oiseaux qui font peur de la même manière, les oiseaux qui apparaissent en rêve pour représenter des femmes, les oiseaux qu'on trouve très très rarement, les oiseaux qui, quand on les voit dans un champ, vous lancent un cri pour vous faire comprendre quelque chose, etc. C'est-à-dire qu'il produit en fait un inventaire des oiseaux, mais pas du tout selon nos critères. Quels sont nos critères? Eh bien, nos critères, nous le savons, c'est l'inclusion des catégories les unes dans les autres. Voilà, tel type d'oiseau fait partie de tel groupe, de telle famille d'oiseaux, cette famille fait partie du groupe plus général, etc., etc. Bon. Pourquoi est-ce que je signale ça? Parce que, au moment où j'ai fait avec Litch donc cet exercice sur la parenté, et je me dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser maintenant l'ordinateur, et on est dans les mêmes années, 80, 82, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser l'ordinateur aussi pour essayer d'aller un petit peu en profondeur dans ces questions de mentalité primitive, comme nous le disons? Et je prends un exemple qui est un exemple tout à fait classique, qui était resté, je dirais, un exemple de pensée primitive, insoluble, on ne sait pas ce que ça veut dire, pourquoi c'est dit de telle et telle manière. Ce sont les Nuer du Soudan, qui disent à l'anthropologue qui va les étudier, qui s'appelle Evans Pritchard, qui disent les jumeaux sont des oiseaux. Bon. Alors, comment est-ce qu'on explique ça, ce genre de choses? Comment est-ce qu'on intègre ça dans notre pensée à nous? On peut dire, bon, c'est des gens qui ne comprennent pas comment ça marche, et donc, voilà, c'est ça la pensée primitive, c'est qu'elle se trompe, elle fait des erreurs, elle ne comprend pas comment les choses fonctionnent. On peut faire d'une autre manière, on peut approcher ces phénomènes d'une autre manière, et c'est ce qu'a fait, un philosophe américain qui s'appelait, j'oublie son premier prénom, ça commence par W, Orman Quine, je crois que c'est Wilbur Orman Quine, qui a dit le problème de la pensée primitive, la pensée sauvage n'existe pas, c'est un problème de la mauvaise traduction. C'est nous qui n'arrivons pas à traduire correctement ce que ces gens nous disent de leur langue dans la nôtre, et par conséquent des anomalies, des artefacts apparaissent, et c'est ça le problème. C'est ça qu'il nous faut régler. Il faut modifier la traduction jusqu'à ce que l'anomalie disparaisse. Mais là, je suis là avec mon ordinateur, je me dis, mais bon, comment est-ce que je peux mettre dans un système, dans un logiciel, comment est-ce que je peux placer ces jumeaux qui sont des oiseaux? Bon. Et à cette époque, il y a deux langages qui permettent essentiellement d'approcher les problèmes de programmation dans des termes qui sont ceux de la logique ou proches de la logique. C'est le langage Lisp et le langage Prolog. Et je me dis, bon,
je vais mettre mes jumeaux et mes oiseaux, je vais traduire ça en termes d'instruction dans le langage Prolog. Et ça ne marche pas, on ne peut pas le faire, il n'y a pas moyen de le faire. Pourquoi? Parce que l'inclusion, la relation d'inclusion, les mouches sont des insectes, les insectes sont des, je crois que ce sont des arthropodes de manière générale, etc. Les êtres humains sont des mammifères, les mammifères appartiennent à l'ordre des vertébrés, etc. Bon, alors, pourquoi est-ce que les jumeaux ne sont pas des oiseaux? Parce que les jumeaux sont des types d'êtres humains particuliers et qu'il n'y a pas de rencontre possible. Les oiseaux appartiennent, les jumeaux sont des êtres humains, sont des mammifères, les oiseaux appartiennent à un autre embranchement, etc. Ça n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir introduire les jumeaux sont les oiseaux à l'intérieur du système? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut supprimer cette relation d'inclusion. Cette relation d'inclusion, elle est ce que les mathématiciens appelleraient antisymétrique, c'est-à-dire qu'elle ne fonctionne que dans un sens. Si les lions sont des mammifères, certains mammifères sont des lions, mais pas tous les lions. Mais tous les mammifères ne sont pas des lions. Tous les lions sont des mammifères, mais seulement certains mammifères sont des lions. Ça ne fonctionne pas de manière réversible, pas de manière symétrique. Pour introduire les jumeaux sont des oiseaux, on est obligé de faire sauter l'antisymétrie, on est obligé d'introduire la symétrie dans les relations. Et c'est à ce moment-là, au moment où je fais ça, que je m'aperçois, je me dis la conséquence alors, c'est que, eh bien, si les jumeaux sont des oiseaux, il faut aussi que les oiseaux soient des jumeaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'inclusion possible, qu'il y ait une réversion possible. Et je tourne ma page dans le livre de Evans Pritchett, et voilà, je tombe dessus. C'est-à-dire qu'il dit ça aussi. Il dit qu'il faut ajouter, mais ça n'a jamais été relevé par les anthropologues, il faut ajouter aussi que selon l'annuaire, les oiseaux sont des jumeaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, il faut prendre les choses de manière tout à fait autrement, sur le mode de l'affinité, justement, sur le fait qu'il y a quelque chose chez les jumeaux et quelque chose sur les oiseaux qui fait que sur le plan de l'émotion, sur le plan de l'affect, eh bien, ils sont de la même nature. Et je tourne encore la page suivante, parce que là, bon, l'explication, à ce moment-là, elle est donnée par Evans Pritchett, jamais lue, non véritablement par les anthropologues, ni même par lui-même. Aux yeux de Dieu, les jumeaux et les oiseaux sont la même chose. Voilà. Il y a une identité profonde entre eux. Alors, qu'est-ce qui apparaît là? C'est que ce qu'on appelle, en fait, donc la pensée primitive, c'est une pensée simplement qui a rejeté cette notion qui est sous-jacente à nos langues et qui nous paraît tout à fait évidente, c'est cette notion d'une identité, d'une inclusion nécessaire de catégories les unes à l'intérieur des autres, d'une antisymétrie, d'une absence de symétrie dans certains types de relations. Nous avons des relations qui sont de l'ordre de jumeaux oiseaux, ce sont des relations de type affinité. Ce sont par exemple les qualités que nous avons. Eh bien, il y a une affinité entre les différentes personnes qui sont gourmandes. Eh bien, il y a une affinité entre elles parce qu'il y a quelque chose là qui les relie. Ça n'a rien à voir avec les taxonomies que nous faisons en termes de mammifères, etc. Il y a là quelque chose en commun qui va nous relier. Entre les personnes gloutonnes et l'animal qui est glouton, il y a une affinité, mais nous ne faisons pas nos taxonomies, nos classifications en fonction de cela. Et donc, ce qui apparaît, quand je vous ai parlé tout à l'heure de cette classification que Majnep, l'informateur Kalam de Bulmer, cette classification des oiseaux qu'il fait, vous avez vu ces catégories très difficiles, je dirais, pour nous à rassembler, comme les animaux qui représentent des femmes, qui nous envoient un message quand on les rencontre, etc. etc. Mais si vous vous souvenez d'un petit conte de Borges, de Borges, je ne sais plus à quel endroit il a publié ça, mais il parle d'une certaine classification des animaux chinoises, où les animaux sont classés entre ceux qui sont si petits qu'on les voit à peine, ceux qu'on peut dessiner avec un pinceau de telle grosseur, ceux qui appartiennent à l'empereur, etc. C'est-à-dire qu'il y a, dans la pensée traditionnelle chinoise que Borges a essayé de rendre de cette manière comique pour nous, il y a ce même type d'approche que nous appelons totémique maintenant, et cette chose que Durkheim et Mauss avaient saisie dans leur article de 1910,
Il ne s'agit pas dans ce que nous appelons la pensée primitive de quelque chose qui vient avant ou qui est d'un autre ordre que chez nous, c'est une autre manière d'aborder le monde. Et si nous faisons, je dirais, un peu la cartographie de notre monde en termes de conceptuel, il y a effectivement, je ne crois pas qu'il y en ait plus que deux, mais il y a deux types d'approches tout à fait fondamentalement différentes dans nos sociétés. L'approche de type occidental et l'approche de type oriental, ce sont deux approches différentes. J'en reparlerai parce que justement, du point de vue de la réalité et de la vérité, cela conduit à des différences sensibles et en particulier le fait que la pensée orientale continue, bon, il y a une influence évidemment massive de la pensée occidentale, mais continue à être extrêmement sceptique vis-à-vis de la modélisation, qui est typique de la manière dont nous abordons les choses. Une fois qu'on a saisi cette différence entre la pensée qui est fondée essentiellement sur la finité, sur l'affect, et que l'on voit qu'il y a un autre type de pensée qui est orientée sur la rupture de symétrie, à ce moment-là, on peut poser un regard différent sur justement ce qui s'est passé dans ces deux civilisations qui ont eu des histoires distinctes et qui ont leur sphère d'influence. Leur sphère d'influence de manière générale. J'ai dit que j'ai pris l'exemple des nuaires avec les jumeaux et les oiseaux, mais il faut dire que de manière générale, la pensée africaine est dans la même sphère d'influence que la pensée occidentale, alors que la pensée de Nouvelle-Guinée, d'Australie, fait partie de manière typique, et la pensée aussi, il faut bien le dire, de l'Amérique, des populations traditionnelles, sont dans cette même sphère, de la sphère chinoise. Et nous savons maintenant, depuis pas très longtemps d'ailleurs, nous connaissons maintenant les vagues, grâce à la génétique, les vagues migratoires qui ont eu lieu dans les Amériques. Et on sait qu'il y a deux populations différentes, mais qui appartiennent à la même sphère culturelle. Une grande invasion de type sibérienne, qui ouvre essentiellement les Indiens d'Amérique du Nord, et puis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, qui sont en fait des migrations chinoises massives. Et donc il n'est pas étonnant de retrouver des traits culturels chinois dans ces pays. Il est intéressant d'ailleurs de relever qu'à propos de cette découverte récente, donc de la grande migration chinoise en Amérique centrale et du Sud, qu'il y a deux anthropologues qui l'avaient véritablement postulé, alors avant même que l'on connaisse les explications génétiques. Le premier c'est Elliot Smith, un Britannique, et qui nous avait attiré notre attention sur le fait que les décorations de certains temples d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud ressemblaient très fort à des décorations archaïques chinoises, et qu'en particulier il y a un motif qui apparaît très souvent dans les sculptures, les bas-reliefs plutôt aztèques, etc., qui est manifestement une représentation de l'éléphant, et éléphant qui n'existait pas en Amérique du Sud, qui est un motif qui avait donc dû être transmis culturellement. Et l'autre personne qui a consacré un article très intéressant à ce sujet-là, c'est un article qui se trouve dans le volume Anthropologie structurale de Lévi-Strauss, article publié dans à la fin des années 50, si j'ai bon souvenir. Je voulais vous parler maintenant de la vérité dans la philosophie grecque, qui est le titre de mon exposé. Et là, qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que dans la pensée grecque, il y a toute une réflexion qui découle du fait qu'il y a une découverte et une prise de conscience de cette distinction possible entre des relations entre éléments qui sont une relation de type symétrique, comme le pharaon et une pyramide, d'une certaine manière la pyramide a un pharaon, et la relation d'inclusion, le lion est un mammifère. Ce qu'il y a, c'est que des phrases qui sont produites à partir d'une simple relation, je dirais, de mise en correspondance d'éléments qui sont semblables d'une certaine manière, comme le jumeau et les oiseaux. Ça ne produit pas une relation symétrique, ne produit rien je dirais, comme descendance. C'est de l'ordre du proverbe. Quand vous avez dit à tel père, tel fils,
qu'est-ce qu'il faut ajouter? En général, la conversation s'arrête là. Les proverbes sont de manière très typique quelque chose qu'on ajoute, qu'on introduit dans la conversation comme une sentence, et la réflexion s'arrête à ce niveau-là. J'ai participé à des discussions avec des personnalités africaines dans des villages assez reculés, où on se trouve devant des personnes qui réfléchissent à ce qui est en train de dire et qui a été dit, et en conclusion de la conversation, disent un proverbe, et voilà, c'est là que le proverbe est la conclusion de la conversation qui a eu lieu. Mais quand on produit des sentences, j'allais dire, des phrases qui sont des phrases de l'ordre de l'inclusion, le discours peut se perpétuer, le discours peut se continuer. On peut enchaîner à l'infini à partir de conclusions qui ont été produites sur un raisonnement. Ces conclusions peuvent servir de point de départ à une réflexion supplémentaire et le discours peut se perpétuer. Et quand on regarde cette période que nous connaissons bien, parce que beaucoup de textes nous sont restés de la Grèce antique, il y a une réflexion à cette époque-là qui dérive de cette constatation de la possibilité pour le discours de se poursuivre. Et la question de la vérité, elle va apparaître dans ce contexte-là. C'est Marcel de Tienne qui a attiré notre attention sur des discussions entre militaires, qui sont souvent des discussions qui sont dans dans un cadre de joute oratoire, et on va mettre en avant ses propres mérites et essayer de diminuer le mérite d'un adversaire, etc. Dans le cadre de cette discussion-là, des discours sont produits, et il n'y a pas de raison véritable d'arrêter à un moment ou à un autre, ces discours se poursuivent. Dans d'autres cas, le cadre de la politique, le cadre des cours, du tribunal, l'avocat, le procureur va produire un discours et va décider, je dirais, à un moment relativement arbitraire, d'arrêter sa démonstration. Mais est-ce que le discours politique, est-ce que le discours au tribunal, ce sur quoi ils attirent notre attention, c'est que bien que deux personnes peuvent partir des mêmes prémices dans une discussion, et tenir un discours qui ne soit pas contradictoire en lui-même, elles peuvent arriver à des conclusions qui sont très différentes. Comment expliquer ça? Si on part, je ne sais pas, si dans le prétoire, l'avocat dit « je suis absolument d'accord avec le procureur que ceci, cela, mais cela, etc. », il peut, sans se contredire lui-même, arriver à une conclusion. Et le procureur, lui, peut reprendre son propre argument et arriver à une conclusion sans qu'on ait pu déceler chez lui non plus de contradiction dans ce qu'il a dit. Et on arrive à une contradiction en fin de chaîne. Bon. Ceux qu'on appelle les sophistes en Grèce antique, et dont les noms nous sont connus grâce à Platon comme Gorgias ou Protagoras, sont des personnes qui étaient ce qu'on appellerait des coachs aujourd'hui. C'était des gens qui allaient conseiller, des gens qui voulaient faire une carrière dans la politique ou dans le droit, d'être des avocats, et allaient leur enseigner comment produire justement des discours qui ne soient pas contradictoires. Du point de vue philosophique, les sophistes, et c'est sur ce point-là qui sont critiqués par Platon, étaient des gens extrêmement sceptiques. Le scepticisme, en fait, est souvent lié au sophisme, parce que cette possibilité, justement, d'avoir à produire des discours non contradictoires en arrivant à des conclusions différentes, les conduisait à un grand scepticisme, en disant, en fait, on peut dire un peu ce qu'on veut sur le monde, même là, une condition aussi forte, apparemment, que la non-contradiction, n'impose pas un carcan véritable sur ce qui peut être dit. Et donc, on va se retrouver avec l'avocat et le procureur affirmant des choses différentes, absolument irréconciliables, alors que l'auditoire n'a pas pu déceler à quel endroit ça déraillait, je dirais, dans leur discussion. À quel moment est-ce qu'on est arrivé à ces points qui seront en fait irréconciliables. Apparaissent alors dans ce contexte quelqu'un et une école qui va essayer de mettre un certain ordre là-dedans. Et le personnage qui apparaît, c'est le personnage de Socrate, qui lui va vouloir sortir de ce scepticisme, et il va créer ce que nous appelons encore aujourd'hui la philosophie, qui est vraiment, je dirais, là-dedans la descendance de la réflexion socratique. Socrate va vouloir introduire un critère additionnel qui va nous permettre de distinguer entre deux discours
non contradictoires, mais disons des choses différentes, quel est le bon? Quel est le bon? Il va introduire cette notion de la raison comme étant en fait ce qui va nous permettre de distinguer le vrai du non vrai, du faux. Comme vous le savez, Socrate est un philosophe relativement misanthrope et critique qui refuse d'écrire et il laisse à d'autres le soin d'écrire. Il a des discussions qui sont connues avec d'autres personnes, mais il ne veut pas recourir à l'écriture. On sait, c'est Nietzsche dans l'origine de la naissance de la tragédie, qui nous parle des discussions entre Socrate et Euripide et l'influence donc de Socrate sur l'évolution ultime de la tragédie grecque et ainsi de suite. Mais c'est un élève de Socrate, c'est Platon qui va qui va résumer la philosophie de Socrate dans ses écrits. Il écrit des écrits théoriques que nous avons perdus. Nous ne connaissons pas les écrits théoriques de Platon, mais nous connaissons ces dialogues où Socrate est mis en scène. De même pour Aristote, et de manière symétrique, nous avons perdu les dialogues d'Aristote, mais nous avons des textes théoriques qui sont probablement la plupart des notes de cours qui ont été rassemblées par des étudiants. Que dit Socrate? Socrate nous dit il y a quelque chose qui est un critère supplémentaire qui va nous permettre de distinguer entre des discours non contradictoires lequel est le bon, lequel est le vrai. Et c'est ce qu'il appelle un démon en grec, c'est une voix intérieure, qui va lui permettre de distinguer le vrai du faux. Comment fonctionne ce démon? Nous n'avons pas d'élaboration particulière de Socrate lui-même, nous connaissons essentiellement ce qu'il en dit là par le dialogue de Platon qui s'appelle l'Apologie de Socrate, qui est en fait la description du procès de Socrate où il sera condamné à mort. Où il explique que en fait, s'il est devant le tribunal, ce n'est pas tellement pour avoir perverti les jeunes, comme il lui est reproché, mais pour avoir introduit un élément qui remet en question, en fait, un élément d'athéisme par rapport au Dieu, en disant qu'il a un petit Dieu, et que nous avons sans doute tous un petit Dieu intérieur qui nous permet de faire le tri dans ce que nous savons, qui nous permet de distinguer le vrai du faux. Mais il n'en dit pas davantage. Platon fera une tentative de distinguer le vrai du faux. Il introduira une méthode d'ailleurs qu'il appelle la dichotomie, et qui est une méthode qui consiste à diviser les problèmes en deux jusqu'à ce qu'on se rapproche de la conclusion. Et cette dichotomie platonicienne, on n'en parle plus maintenant, c'est considéré comme une curiosité. Pourquoi? Parce que c'est une première tentative de produire la logique, mais ce sera Aristote qui nous produira la logique à proprement parler. Mais que dit Platon à propos de la vérité? Eh bien, pour la première fois, il introduit cette notion que on ne peut plus. Il faut cesser d'essayer de juger de la vérité d'un discours sur le discours tout entier. Parce que, justement, les sophistes nous montrent qu'on peut arriver à des conclusions différentes. Il faut distinguer une phrase à la fois. Et quand je dis une phrase, en fait, c'est quelque chose de plus précis. C'est la mise en présence d'un sujet et d'un prédicat. C'est de dire de A qu'il est B. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais vous prendre le passage où pour la première fois qui nous est connu dans l'histoire, où une définition nous est proposée, une description de comment ne plus juger un discours dans son ensemble, mais juger de la qualité d'une phrase à la fois. Et ça se trouve dans le dialogue de Platon qui s'appelle le Sophiste, et où on trouve effectivement un sophiste mis en examen, et on trouve un certain nombre de personnages, et en particulier Théétète, qui intervient dans d'autres dialogues dans le rôle de mathématicien, et un Éléate dont le nom n'est pas dit, mais il est simplement distingué comme étant Éléate, simplement pour nous faire comprendre que c'est donc un élève de Zénon d'Élée qui se trouve là. Et alors voilà ce discours historique que nous voyons apparaître, la vérité dans notre culture. L'Éléate parle donc à Théétète et lui dit « Théétète est assis, et c'est un trop long discours. »
probablement une trop longue phrase. Non, non, dit Théétète, c'est compréhensible, c'est une phrase de bonne dimension. L'Éliade lui dit, explique-moi alors de quoi il parle et qui en est le sujet. Et Théétète lui répond, eh bien, il parle de moi et j'en suis le sujet. L'Éliade lui répond alors, et celui-ci, Théétète à qui je parle vole dans les airs. Théétète lui dit, ben, celui-là aussi, personne ne me contredira si je dis qu'il parle de moi et que j'en suis le sujet. Alors l'Éliade lui dit, or nous pouvons dire que chaque discours est nécessairement d'une certaine nature. Oui, dit Théétète. Et maintenant, chacun de ces deux-là, quelle est sa nature? Ben, Théétète dit, du second, nous devons dire, je pense, qu'il est faux, et du premier qu'il est vrai. L'Éliade résume, or celui des deux discours qui est vrai, te concernant, dit ce qui est comme il est. Je ne peux te contredire, répond Théétète. Et évidemment, celui qui est faux dit ce qui est autrement qu'il est. Exactement, répond Théétète. Voilà, c'est la première fois dans notre histoire où nous voyons une explication de ce qu'est la vérité et la fausseté. Évidemment, ces mots existent dans la langue. On ne peut pas produire un dialogue de ce type-là sans que les mots n'existent préalablement. Mais quand nous voyons les textes précédents, eh bien, l'usage des mots vrais et faux est essentiellement dans un usage rhétorique. On va s'adresser justement dans la politique ou devant la cour, etc., en disant à propos de ce que a dit l'adversaire, il est vrai que ce qu'a dit mon adversaire, etc., mais, etc., bon, etc. C'est-à-dire que faire renvoyer à la vérité ou à la fausseté, c'est essentiellement une manière de mettre, de l'emphase, de mettre l'accent, comme du surlignage, sur le fait qu'une phrase est de tel ou tel type. Ce n'est pas encore considéré comme étant une véritable qualité des choses, d'être vrai ou faux. C'est, on le voit apparaître, Socrate en parle déjà, Platon le met en théorisation, et Aristote va faire, je dirais, un résumé de tout cela, en disant, et là je cite, c'est dans sa métaphysique, la métaphysique d'Aristote, au livre Gamma, dire de l'être qu'il n'est pas, ou du non-être qu'il est, c'est le faux. Dire de l'être qu'il est et du non-être qu'il n'est pas, c'est le vrai. De sorte que celui qui dit d'un être qu'il est ou qu'il n'est pas, dira ce qui est vrai ou ce qui est faux. Voilà. Nous avons maintenant une capacité à juger des discours, non plus de manière simplement à partir de leur contradiction ou non, mais à partir du fait que l'on peut extraire de ce discours des éléments et les juger les uns de manière indépendante. Alors, cette notion, évidemment, chez Platon est extrêmement floue, dire de l'être qu'il est et de non-être qu'il n'est pas. Il faut alors à ce moment-là définir ce qu'est l'être et ce qu'est le non-être. Ce n'est pas extrêmement précis. Mais Aristote va aller plus loin, il va nous donner une définition, je dirais, opérationnelle, comme on dit maintenant, de la vérité et de la fausseté. Il nous dit, il y a trois types pour la vérité, il y a trois moyens de la produire. La première, c'est l'évidence des sens. Voilà. L'évidence des sens va nous dire qu'une chose est de telle et telle manière, et nous pouvons confronter notre point de vue avec celui des autres. Les sens peuvent nous tromper. Il peut y avoir quelque chose qu'on appelle le phénomène, phénoménon en grec, et le mot phénoménon, ce n'est pas le mot phénomène en français. Phénoménon, c'est la chose qui se présente d'une manière telle qu'à suggérer qu'elle est autre chose qu'est-ce qu'elle n'est. Par exemple, une illusion d'optique. Ça, c'est le phénoménon, ou l'exemple classique au début de l'astronomie, la récession de Mars au firmament. Nous voyons dans le firmament la planète Mars avancer, et tout à coup, elle va faire demi-tour avant de repartir. Alors nous savons maintenant par rapport au mouvement des planètes, nous savons que c'est parce que nous sommes deux planètes, la Terre et Mars, qui circulons autour du Soleil, et qu'à certains moments, eh bien, cela implique que Mars peut avoir l'air de faire un mouvement en retour. C'est un phénoménon. Mars ne fait pas véritablement demi-tour dans le ciel autour du Soleil. C'est en combinant les mouvements de nos deux planètes que les choses vont apparaître de cette manière-là. Donc il y a l'évidence des sens. C'est une première manière d'obtenir la vérité. Puisqu'il y a des phénoménons, il faut parfois tester la perception des sens. Et c'est ce que nous appellerons la méthode expérimentale. Il faut parfois mettre les choses, je dirais, de telle et telle manière pour voir comment ça se passe vraiment, parce que les sens peuvent nous tromper. Évidence des sens. Autre possibilité de produire la vérité, par définition, en écrivant le poulain et le petit du cheval.
eh bien c'est une vérité, mais c'est une vérité conventionnelle, c'est parce que nous avons dit que nous appellerions telle chose par un nom particulier. Et quand nous faisons des mathématiques, nous appelons ça des axiomes. Donc il y a des définitions dans le langage courant et des axiomes. Et dit Aristote, et là c'est la grande révolution dont nous sommes encore, je dirais, les bénéficiaires, il y a une troisième manière de produire la vérité, c'est en enchaînant des propositions pour en tirer des conclusions. C'est la méthode du syllogisme. C'est la méthode du syllogisme, c'est-à-dire que nous allons prendre une phrase où il y a deux éléments, nous allons prendre une autre phrase où il y a deux éléments, mais un des deux éléments est commun avec la première, et nous allons produire une conclusion en éliminant l'élément commun et en rapprochant simplement les deux éléments qui apparaissent une seule fois dans la phrase. Alors, la baleine est un mammifère, les mammifères allaitent leurs petits, donc la baleine allaite ses petits. Est-ce qu'on apprend quelque chose? Il y aura des discussions au fil des siècles en disant finalement on n'apprend rien puisque l'information était déjà là. Mais on voit bien dans cet exemple, par exemple, de la baleine, c'est qu'on peut se poser la question, se dire allaiter sous l'eau, est-ce que c'est possible, oui ou non? Et quelqu'un vous dira non, la baleine est un mammifère et par conséquent, oui, la conclusion est inévitable, la baleine allaite son petit et par conséquent, elle doit trouver une manière pour le faire sous l'eau. Donc, troisième manière de produire des vérités, c'est de partir de deux phrases, de deux propositions dont nous savons qu'elles sont vraies, et en tirer un autre élément. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, nous allons prendre deux éléments, nous allons prendre deux autres éléments avec un élément commun, et nous allons étendre le domaine, je dirais, le domaine de connaissance d'un des éléments, nous allons l'étendre plus loin que ce qu'il ne faisait spontanément. Nous savions que la baleine était un mammifère, nous savons par ailleurs que le mammifère allaite ses petits, et voilà, nous rapprochons ces deux éléments et nous allons faire apparaître que la baleine allaite son petit de la manière qui est propre aux mammifères. Je vous dis, au fil des siècles, on dira oui, mais on n'a véritablement rien appris de plus, mais si, on a étendu le domaine, je dirais la sphère d'influence d'une notion au-delà de ce qu'elle était. Et la possibilité d'utiliser cette nouvelle conclusion comme prémisse pour dans un nouveau syllogisme va nous permettre d'aller de loin en loin de cette manière, de progresser de cette manière-là et de produire un discours qui est un discours potentiellement infini où les éléments seront enchaînés de plus en plus loin. Avec cette différence donc par rapport à l'approche primitive propre au totémisme, qui a tendance à se conclure sur un proverbe, sur en fait une définition symétrique qui empêche qu'on aille plus loin. Le problème dans les discours politiques comme dans les plaidoiries au tribunal, on le sait, c'est arrêter l'orateur puisqu'il pourra aller indéfiniment avec de nouvelles conséquences de ce qui a été avancé. Je l'ai signalé sur mon blog, mais je voulais lire maintenant un passage de la naissance de la tragédie de Nietzsche, où tous ces éléments apparaissent un petit peu comme combinés. Et voilà, je n'ai peut-être pas encore apporté tous les éléments qui me seront nécessaires, mais à ce moment-là, je vais lire le passage et puis ajouter ce qu'il nous faut encore. Donc le contexte de ce texte, c'est un texte de Nietzsche, c'est un de ses premiers, il a 25 ans. Il est philologue de formation et il a la réputation d'être un philologue de génie. Il sait un peu tout dans son domaine et il écrit ce livre qui va être massacré intellectuellement parce qu'il va bien au-delà de ce qu'on pouvait accepter à l'époque dans une réflexion justement sur ce moment de la philosophie grecque. Et en particulier en rapprochant des deux choses qui n'avaient jamais été rapprochées par les auteurs précédents, c'est-à-dire l'évolution de la tragédie, l'évolution du théâtre et la naissance de la pensée philosophique. Ce qui est extraordinaire, si on pense à notre époque contemporaine, c'est la vitesse à laquelle se développe cette pensée philosophique et intellectuelle, culturelle grecque, dont nous sommes encore les héritiers.
entre la naissance de Sophocle, dont on considère qu'il est véritablement l'inventeur de la tragédie grecque, et la naissance de Euripide, qui est considéré comme celui qui clôt le style, entre eux Échille, entre la naissance des deux, il y a 45 ans. Tout ça, la naissance de la philosophie et sa décadence, pardon, de la tragédie et de sa décadence, se fait sur une période de 45 ans, une génération et demie. C'est extrêmement, extrêmement rapide. En philosophie, ces gens sont contemporains. Socrate et Euripide se connaissent, etc. Entre la naissance de Socrate et la naissance d'Aristote, 82 ans. Platon, élève de Socrate, Aristote, élève de Platon, 82 ans, c'est presque 3 générations, c'est aussi extrêmement, extrêmement court. Et nous bénéficions, je dirais de manière extraordinaire, du fait que ces gens étaient contemporains, que Aristote peut contredire Platon, peut ajouter sur des choses Platon. Ce sont des gens qui se sont connus. L'un était l'élève de l'autre. Ce n'est pas comme s'ils avaient dû dialoguer, je dirais, par-dessus 300 ans qui les séparent. Alors, le propre donc de Nietzsche, c'est d'essayer de nous faire communiquer ces deux histoires séparées, la naissance de la tragédie et sa fin, et le début de la pensée philosophique, et cette élaboration qui a lieu à partir de là. Alors, je vous lis ce passage qui me paraît tout à fait intéressant et qui passe en général assez inaperçu dans les analyses que je peux voir de ce texte de la naissance de la tragédie. Un phénomène merveilleux qu'il appelle son démon nous permet de voir plus au fond de la nature de Socrate. J'ai déjà mentionné ce démon, c'est donc cette voix intérieure qu'il évoque lors de son apologie, c'est-à-dire sa défense dans le procès où il sera condamné. Un phénomène merveilleux qu'il appelle son démon nous permet de voir plus au fond de la nature de Socrate. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque l'extraordinaire lucidité de son intelligence paraissait l'abandonner, une voix divine se faisait entendre et lui prêtait une assurance nouvelle. Lorsqu'elle parle, toujours cette voix dissuade. Elle ne donne pas des instructions sur la forme positive, mais elle dissuade. Elle dit de ne pas faire ceci ou cela. Dans cette nature toute anormale, la sagesse instinctive n'intervient que pour entraver ici et là, le progrès de l'entendement conscient. Tandis que chez tous les hommes productifs, c'est l'instinct qui est la force positive, créatrice, et la raison consciente, une fonction critique, dissuasive. Chez Socrate, l'instinct se révèle critique et la raison est créatrice, véritable monstruosité per defectum. Et en effet, nous constatons ici un monstrueux défaut de toute disposition naturelle au mysticisme, de sorte que Socrate pourrait être considéré comme le non-mystique par excellence, chez qui, par une superfétation particulière, l'esprit logique eût été développé d'une façon aussi démesurée que l'est chez le mystique la sagesse instinctive. Je crois qu'on comprend tout de suite pourquoi ce passage n'a vraiment pas été souvent analysé. Il est assez obscur, si on veut, mais je crois qu'on a les éléments pour essayer de l'éclarer. Il est dit là que l'homme fonctionne d'une certaine manière instinctive et a la possibilité, à la délibération, de modifier son comportement. Par exemple, la honte ou la satisfaction de s'être entendu dire telle et telle chose va lui permettre de poursuivre sa réflexion. Si c'est la honte, il va essayer de corriger. Je n'aurais pas dû dire ça, etc. Je ne me reconnais pas moi-même, et ainsi de suite. Si c'est la satisfaction, continuer dans la même direction. Or, ce qui est suggéré par Nietzsche, c'est qu'avec Aristote, il y a un basculement, il y a un changement. Ce qui était instinctif va passer de l'autre côté et on a un croisement. Comment cela est-il possible ? Dans d'autres passages un peu plus loin, il appelle ça la malédiction du syllogisme. Donc il nous indique de quel côté le problème se pose. C'est dans cet enchaînement automatique des phrases, par le fait qu'il y a l'inclusion permet de continuer à l'infini, de dire l'homme est un mammifère, le mammifère est un vertébré, etc., et de continuer ainsi en remontant des chaînes. Dans cette pensée primitive dont j'ai parlé initialement, il y a les ethnologues, les philosophes qui y ont pensé, ont souvent utilisé des expressions qui suggéraient un manque d'organisation.
On dit c'est une pensée qui ressemble à l'association libre. C'est comme si les idées venaient dans un ordre indifférent. On dit c'est une pensée qui vient en vrac. Je cite de différents auteurs. C'est une pensée désorganisée. Il s'agit d'un réseau. Un autre auteur, c'est Vallon, Henri Vallon, dit ça ressemble à un synctitium, c'est-à-dire aux racines souterraines des champignons. On passe d'un truc à l'autre sans raison précise, comme en suivant un réseau absolument désorganisé. Ce que ça suggère, c'est qu'en fait, cette pensée qui fonctionne simplement sur l'affinité entre les choses, elle semble ressembler à probablement la manière dont les choses sont simplement données, sont inscrites en mémoire. Ça ressemble à l'association libre chez Freud. C'est-à-dire que parce que deux notions sont liées, parce qu'elles sont proches à l'intérieur de l'organisation, par simple déplacement ou par condensation, c'est-à-dire donc par un effet de surajout, on va pouvoir passer de l'une à l'autre. Cette pensée donc, qui est symétrique, où les choses sont simplement liées par le fait que ça se ressemble, parce qu'il y a des affinités, etc., c'est une pensée qui permet de s'écouler, je dirais. On peut parcourir ce réseau d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que quand on demande à des informateurs, comme Bellmer a demandé à Majneb de faire un livre, on peut se douter qu'il, s'il avait demandé à un autre informateur, il aurait eu sans doute quelque chose d'un peu différent. Parce que l'autre informateur sera entré dans ce réseau à un endroit un petit peu différent et aurait tiré les éléments d'une manière qui serait finalement distincte. Tandis que si on demande à des enfants des écoles comment classer les mammifères ou comment classer les hommes à l'intérieur des mammifères et ainsi de suite, ils vont le faire de la même manière parce qu'il y a un corpus, on apprend aux enfants des écoles quelle est la classification sur laquelle nous sommes tombés d'accord. Mais s'il y a un filtre par exemple, si quand ces idées sortent de la mémoire, s'il y a un filtre qui est par exemple de dire il faut maintenir la relation d'inclusion, où cette relation d'inclusion, elle a une contrepartie quand on envisage les choses de manière dynamique. Si vous parlez d'une simple corrélation entre les choses, en disant les jumeaux et les oiseaux, c'est à peu près la même chose. Là, vous aurez un élément de l'ordre du signe. Quand vous verrez un oiseau, vous penserez aux jumeaux. Quand vous verrez un jumeau, vous penserez aux oiseaux. S'il y a des choses... dans la pensée traditionnelle chinoise, on dit le rat est l'alouette des champs. Pourquoi ? Parce que dans les mêmes champs, on voit selon les saisons des rats ou des alouettes. On ne voit pas les deux en même temps. Donc il y a une supposition qu'il y a un rapport entre les deux. Est-ce qu'ils sont exactement les mêmes ? On ne sait pas. Mais l'un, par exemple, est le signe du fait qu'on est en été. L'autre est le signe du fait qu'on est en hiver. Et on se trouve au même endroit. Dans la pensée dite primitive, une personne peut être blessée dans le champ, sous la forme de l'animal avec lequel elle a une affinité, et se trouver blessé au village automatiquement par le fait d'une correspondance entre eux. Souvent, les réflexions sur la sorcellerie sont de cet ordre-là. On peut avoir de l'action à distance, mais qui est simplement liée au fait que, puisque c'est votre animal totémique qui a été blessé, en fait, vous allez être blessé vous-même. Quand on parle non simplement en termes de corrélation ou de signe, d'une chose qui est le signe de l'autre parce qu'on les voit apparaître en même temps, on ne sort pas d'une description du monde tel qu'il est, on ne parle pas d'une modélisation. Dès qu'on parle de cause et d'effet, il y a une modélisation, il y a une représentation, et cette représentation qui se passe de l'ordre de la cause et de l'effet, elle nécessite un monde particulier pour le décrire. Ce n'est pas le monde empirique, ce n'est pas le monde sensible, c'est le monde de la modélisation et que nous avons pris l'habitude d'appeler la réalité ou le réel ou la réalité objective, mais qui est déjà une représentation d'un ordre un petit peu différent que le monde sensible dans lequel nous sommes. C'est évidemment quand on analyse un phénomène pour montrer la réalité qui se trouve derrière, et bien précisément c'est par rapport à une réalité qu'on peut dire qu'un phénomène n'apparaît pas de la manière dont il est. Et alors qu'est-ce qui nous est dit dans ce passage de Nietzsche ? Il nous dit qu'un personnage comme Socrate, il n'a pas un instinct comme nous l'avons nous, c'est-à-dire que simplement nous allons réagir dans une circonstance tout à fait particulière et nous allons analyser après coup notre comportement en étant très fier. Voilà, il s'est passé. Si vous avez vu ce film, c'est une très belle illustration de ça. Ce film qui a différents titres, mais qu'on appelle soit Touriste du nom du film qui a été donné par son metteur en scène, soit qu'on appelle Snow Therapy.
Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Il y a une très belle réflexion sur notre comportement instinctif en particulier. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, le film tourne autour du fait qu'il y a une avalanche qui risque d'englober toutes les personnes qui sont là et que le père de famille lui s'enfuit, laissant le soin à sa femme de protéger les enfants. Et il y a donc le travail qui est fait, mais qui lui est imposé, surtout par l'extérieur, parce qu'il ne le ferait pas spontanément, d'imposer à cet homme le fait qu'instinctivement, il a eu un comportement qui n'est pas intégrable dans une perspective éthique telle que nous le représentons. Que par exemple, on pourrait analyser ça, et ça a été dit par un des personnages, qu'il a mis en avant, enfin son corps a mis en avant la possibilité d'aller faire d'autres enfants ailleurs par rapport à celui de protéger dans l'immédiat les enfants qu'il avait là. Et ce que dit Nietzsche, c'est que ce qui apparaît avec Socrate, c'est qu'en fait, cette possibilité de la raison, qu'est-ce que c'est ? D'où vient le mot raison que nous utilisons ? La raison, c'est le ratio. Et qu'est-ce que c'est le ratio ? Le ratio, c'est le terme intermédiaire dans le syllogisme. C'est le terme commun. C'est celui qui va être éliminé à conclusion. La raison pour laquelle on peut dire que la baleine allait son petit, c'est le fait que c'est un mammifère. La raison, c'est le terme mammifère dans le syllogisme. Donc, quand on dit qu'est-ce que c'est la raison, eh bien, on le voit. La raison, c'est ce terme intermédiaire qui va disparaître, mais qui permet de connecter les autres. Et en grec, bien sûr, ce mot ratio, c'est le mot logos. Le mot logos qui est utilisé de manière extrêmement différente. Il y a une chose qui est intéressante, qui est un peu de l'ordre de l'anecdote, mais elle est formidable, parce qu'on nous dit, par exemple, on dit Einstein, c'est formidable, il avait ce copain qui était familier des mathématiques des tenseurs, et juste au moment où on avait besoin des tenseurs, et qui étaient des modèles mathématiques qu'on venait d'inventer, juste à ce moment-là, eh bien, c'est le moment où Einstein en avait besoin pour faire la relativité, c'est formidable. Mais il y a un élément du même ordre à l'époque d'Aristote. Aristote a comme ami Eudoxe. Et Eudoxe sera soit le maître de Euclide, soit aura une influence immédiate sur Euclide. On ne sait pas si en fait Euclide et Eudoxe sont connus, mais Eudoxe est un mathématicien et il invente en particulier une méthode qui est la méthode de l'exhaustion. La méthode de l'exhaustion permet de travailler pour la première fois avec les nombres irrationnels. Vous savez que dès que les mathématiques commencent, il y a immédiatement une difficulté, c'est que pour des choses aussi évidentes que le rapport entre un cercle et son rayon, il n'y a pas de nombre, qu'il n'y ait pas une infinité de décimales pour le définir, ce qu'on appelle les irrationnels. Même chose si vous dessinez un carré, si vous voulez mesurer la diagonale par rapport au carré, c'est impossible, c'est un nombre infini. La section dorée, c'est aussi un nombre infini, etc. Il y a des difficultés, et Eudoxe est le premier à trouver une méthode pour, par élimination successive, de trouver la valeur d'un nombre irrationnel. Pourquoi exhaustion ? Parce qu'à un moment donné, on arrive à des décimales telles qu'on peut considérer qu'on peut les ignorer. Mais Eudoxe est l'inventeur de la théorie de la proportion. Et en fait, Aristote va utiliser cette théorie de la proportion de manière systématique. Il a un objet qui lui a été produit par son copain et il va l'utiliser de manière systématique. Il utilise la proportion pour décrire la justice. Et il distingue deux types de proportions différentes qui expliqueront la justice distributive et la justice corrective. Il va utiliser ce modèle de la proportion également comme modèle de la formation des prix, et il va utiliser ce modèle de la proportion de manière systématique pour produire la logique. C'est-à-dire justement, à quoi a-t-on affaire avec un syllogisme ? Eh bien, nous avons affaire à une proportion continue. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas 4 termes distincts, il y a 3 termes, il y a un terme qu'on retrouve à 2 endroits. Que se passe-t-il quand dans un syllogisme, on va ajouter un 4e terme ? Eh bien, on peut produire un syllogisme, on peut produire l'équivalent d'un syllogisme avec 4 termes, mais ce n'est plus un syllogisme, il n'y a plus de conclusion. C'est une comparaison, on a 4 éléments. Un repas sans fromage et comme une belle à qui montre un œil, voilà, ce n'est pas un syllogisme, il y a 4 éléments, il y a une comparaison, il y a une métaphore qui est faite de cette manière-là. C'est une autre proportion qui à ce moment-là est discontinue parce qu'il y a 4 éléments. Le syllogisme est une proportion. Que nous dit Nietzsche ? Il nous dit, voilà ce personnage qui est venu et pour qui l'enchaînement des inclusions les unes dans les autres, la possibilité de construire des syllogismes à l'infini, c'est devenu pour lui un deuxième instinct.
pour Socrate, alors que Socrate, nous le savons, il ne connaît pas encore la logique telle que Aristote l'a décrit, mais il est déjà un être du syllogisme, dit Nietzsche, c'est déjà un homme de la raison, qui nous dit nous avons une voix intérieure et cette voix c'est la raison. Et qu'est-ce que c'est cette raison? Eh bien c'est cette troisième manière de produire des vérités, qui ne sont ni les définitions ni l'observation des sens, c'est la capacité à rapprocher des phrases les unes avec les autres et à en tirer des conclusions neuves. Et donc, alors que la personne normale est une personne qui est dirigée par son instinct, qui va voir apparaître les conditions, les résultats dans la réalité de son instinct et va essayer de le corriger ou ne pas le corriger si son comportement observé est un comportement qui n'est pas acceptable, et la honte va être le sentiment dans ce cas-là. Chez Socrate, ce qui lui vient comme instinct, c'est la capacité à venir avec de la raison, avec des raisonnements, avec de l'enchaînement tel que produit le syllogisme. Et on pourrait dire d'une certaine manière que ce qui est l'instinct de la personne qui vient avant Socrate, c'est un parcours des éléments dont on dispose chacun, où les éléments sont là en mémoire et auxquels ces éléments sont attachés des valeurs affectives, mais ces éléments viennent, comme disait Lévi-Bruhl, viennent en vrac. Elles viennent comme un paquet, comme un certain nombre, on nous dit, ça se passe dans le cerveau reptilien, c'est une réponse en bloc, avec des éléments qui sont sans doute rassemblés à différents endroits de la mémoire. J'ai moi-même travaillé dans le domaine de l'intelligence artificielle et j'ai fait des réseaux qui étaient plus ou moins organisés de ce type-là, c'est-à-dire par exemple avec des relations purement symétriques comme jumeaux et oiseaux, mais aussi avec des endroits où les relations sont de type antisymétrique et où on a des enchaînements qui se suivent. Et donc, voilà l'homme rationnel qui apparaît, c'est-à-dire que dans la crise et par association automatique, il pourra avoir un comportement instinctif qui sera filtré par la raison, c'est-à-dire simplement par des enchaînements de syllogismes, par des conclusions qui sont tirées à partir des éléments successifs, par l'action, à proprement parler, de ce qu'on appelle maintenant un algorithme, par un principe qui se déroule selon des règles bien précises pour arriver à un résultat précis. Quand on regarde maintenant, si vous prenez un traité d'arithmétique, j'ai fait il n'y a pas tellement longtemps, pour regarder quels sont les principes selon lesquels on va engendrer un système arithmétique, eh bien vous retrouvez les trois définitions données par Aristote, elles sont toujours là, elles sont présentes, c'est en fait simplement la pensée algorithmique, la pensée dans un ordre précis, dans laquelle se trouve l'inclusion pour la classification et la relation causale quand on parle d'une modélisation, d'explication en termes d'influence réciproque. Voilà. Je vais continuer ce travail sur ce passage de Nietzsche parce que je veux entièrement le décomposer dans les termes qui sont les nôtres autrement, mais il y a là une intuition formidable de son côté. Nietzsche nous dit Socrate a apporté la peste à la tragédie. La tragédie après c'était fini. Parce que qu'est-ce que c'est la tragédie? Prenons Oedipe. Eh bien, c'est un personnage qui se trouve dans un destin sur lequel il n'a aucune maîtrise. On lui a dit il va se passer quelque chose, l'oracle lui a dit, et puis ça se passe de cette manière-là, malgré sa volonté. Il ne veut pas avoir couché avec sa mère, il ne veut pas tuer son père, mais malgré tout ce qu'il fera, ce destin sera celui qui sera imposé. Alors que quand apparaît l'influence de Socrate sur Euripide, on a déjà des personnages qui font des raisonnements, qui nous disent qu'il faudrait faire ceci pour telle et telle manière. C'est la raison déjà qui détermine leur comportement. Ils ont une maîtrise. Alors la question qui doit se poser pour nous, c'est est-ce que cette maîtrise est une véritable maîtrise ou est-ce que c'est une illusion par rapport en fait à l'instinct comme il continuera à fonctionner. Mais Nietzsche a sans doute mis le doigt sur quelque chose, c'est que par cette relation antisymétrique, par le fait que nous pouvons faire des enchaînements les uns par rapport aux autres, l'instinct peut nous produire quelque chose qui est de l'ordre, quelque chose de différent de cette totale désorganisée qui vient en vrac et qui simplement semble parcourir le réseau de n'importe quelle manière. Les choses viennent dans un ordre précis. Il y a la possibilité d'un certain calcul, il y a la possibilité pour nous d'orienter notre comportement dans une certaine direction.
Et je vais vous laisser le soin de faire des métaphores de cet ordre-là par rapport à la manière dont nous dirigeons notre économie en ce moment selon le pur instinct ou selon la raison. Mais cela nous conduirait à des conclusions, je dirais peut-être à des conclusions assez désespérantes, et je ne vais pas le faire. Je vais me tourner vers vous pour que nous engagions un dialogue.